J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Pierre Mamou, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour chère Lise. Alors Pierre, vous connaissez bien sûr le studio de Radio J puisque vous êtes avec Léa tous les mercredis. Absolument. Pour parler de votre passion, parce que au-delà de vos connaissances historiques, il s'agit d'une vraie passion. Et cette passion, c'est le monde juif séfarade. On peut dire ça? Absolument. Alors, vous êtes avec nous pour nous présenter vos 2 derniers livres. On va en parler, mais avant, vous êtes donc expert de l'histoire des Maran Bnei Anoussim. Vous avez voyagé à travers le monde pour rencontrer des communautés juives. Aujourd'hui, vous êtes écrivain, 2 livres, là, je les ai sous la main, conférencier, journaliste sur Radio J et Actualité juive. Vous partagez vos connaissances, vous militez pour la reconnaissance des descendants de juifs convertis souhaitant revenir au judaïsme. On ne dit pas los conversos ou quelque chose comme ça. Effectivement, en ladino, on le dit comme ça. En ladino, on le dit comme ça, voilà, en judéo-espagnol. Alors, on va présenter votre premier livre, Maran, crypto-juif et tribus perdues. Alors, avant de comprendre votre passion pour les Maran, j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots d'où vient votre famille, d'où êtes-vous issu? Eh bien, je suis né à Tunis. Tunis, Oui. à l'époque où c'était une ville cosmopolite et tolérante, ce qui est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Donc, j'ai grandi dans une atmosphère où toutes les religions se côtoyaient. Mes amis étaient musulmans, chrétiens, juifs. Il n'y avait aucune distinction. Et cela m'a donné à apprendre la tolérance et comprendre que tous les êtres humains sont égaux et que ce n'est que la politique qui les divise. Donc j'ai grandi à Tunis, d'une famille aux origines variées. Du côté de ma grand-mère maternelle qui m'a élevé, j'ai donc des origines maranes, puisque ma grand-mère était une juive de Livourne, qui descendait de Maran revenu au judaïsme en quittant le Portugal et en arrivant à Livourne il y a quelques siècles. Mais qui était revenu au judaïsme? Absolument. Elle faisait partie de ces dizaines de milliers en tout cas, de juifs portugais convertis de force en 1497 et qui pendant un siècle ont été obligés d'afficher un catholicisme de façade tout en restant chez eux à l'intérieur juifs dans leur foyer. Et puis le duc de Toscane, Ferdinand, vers la fin des années 1500, a proposé aux juifs portugais qui souhaitaient venir s'installer à Livourne, il leur a proposé de revenir et de revenir ouvertement au judaïsme. Et c'est ainsi que plusieurs centaines de juifs portugais sont arrivés à Livourne, où il y a le duc de Toscane, Ferdinand, a rédigé un décret qui s'appelle la Livornina, Oui. qui donnait aux Juifs venant s'installer à Livourne non seulement la liberté de culte, mais également une liberté de vivre où ils le souhaitaient, c'est-à-dire pas dans un ghetto, mais dans la ville. Ils pouvaient choisir Dans la ville même. dans leur lieu de résidence. Il leur a donc permis économiquement d'avoir une réussite incroyable, puisque le petit port de Livourne, qui était un petit port de pêche sans importance, est devenu au fil des années un port marchand ouvert vers la Méditerranée. Et suite à cela, les Juifs de Livourne ont ouvert des comptoirs à Alger, à Tunis, à Tripoli. Le plus important de ces comptoirs était à Tunis et plusieurs dizaines de Juifs livournais ont quitté Livourne pour Tunis, où ils sont Dont installés. votre famille. Absolument. Une partie de ma famille est originaire donc, de cette ville de Livourne Oui. et donc a des origines maranes et portugaises. Et j'en suis très fier puisque c'est un héritage fabuleux. Dans mes livres, le premier, je raconte l'histoire des crypto-juifs maranes. Oui, alors c'est de ce livre dont Voilà. on parle. Et vous-même, on parlait quelle langue dans la famille? Eh bien, j'ai eu la chance, à ma naissance, quand enfant, de parler 3 langues, de parler le français, bien entendu, de parler l'italien avec ma grand-mère qui ne parlait que cette langue, qui était diplômée d'italien et qui fait que c'est devenu ma 2e langue maternelle. Et je parlais aussi l'arabe dialectal que tout le monde parlait dans la rue et
et avec les voisins, avec les personnes qu'on rencontrait. Donc j'ai eu la chance d'avoir 3 langues maternelles. Mais en revanche, vous parlez l'espagnol, mais pas le judéo-espagnol. Je comprends l'espagnol, je ne parle pas. Oui. Mais j'ai bien entendu appris l'anglais, j'ai appris d'autres langues. Et puis aujourd'hui, j'espère apprendre l'hébreu. Effectivement, je viens d'en parler Avec Lise. plaisir. En tous les cas, vous lisez l'hébreu des prières. C'est déjà énorme. C'est un début. Alors, donc, une histoire de famille haute en couleur, comme beaucoup d'histoires chez nous, mais cette histoire vous a propulsé dans la passion de faire connaître ce monde. Donc, dans ce livre qui est paru il y a maintenant, on va dire, 2 ans. Oui. 2 ans, Maran, crypto-juif et tribu perdue, passionnant. Et puis, un nouveau livre, et c'est toujours un événement, 120 biographies de personnalités séfarades. Alors là, vous avez fait une véritable recherche et il y a des photos hautes en couleur sur la couverture qu'on va décrypter ensemble. D'abord, il y a plus de 120 personnalités séfarades dans le monde. Quels ont été vos critères de choix, Pierre Mamou? Eh bien, écoutez, mes critères ne sont pas très, je dirais, justes, puisque j'envisage un tome 2. Ah, Parce que, voilà. comme oui. me l'a dit mon ami Élie Korcha, président du consistoire, Oui. dans sa préface, il espère qu'un tome 2 prendra la suite de ce tome 1. Oui. Et donc, dans ces 20 biographies, j'ai retenu ceux qui m'ont paru les plus célèbres, en commençant par Christophe Colomb. Il est maintenant affirmé par l'ADN qu'il était bien d'origine juive séfarade. Par l'ADN. Par l'ADN. Expliquez-nous. Et bien, Christophe Colomb, moi, j'avais dans mon premier livre indiqué qu'il y avait 12 raisons, 12, je dirais, preuves qu'il était d'origine juive. Et pour reprendre les termes de Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis, Christophe Colomb était parti non pas pour trouver une nouvelle route des Indes, mais pour trouver un nouveau foyer d'accueil pour les Juifs expulsés d'Espagne en 1492. Alors, avec la complicité d'Isabelle la catholique, et apparemment toute une partie de l'équipage était juive. Absolument. Bon, Isabelle la catholique n'était pas la complice, elle était plutôt à l'origine de cette expulsion. Oui. Mais effectivement, dans l'équipage... Non, je parle pas de l'expulsion, évidemment. On connaît le sale travail qu'elle a réalisé. Je parle du fait que grâce à elle, Colomb ait pu quitter l'Espagne avec un équipage juif. Absolument. Christophe Colomb a fait une première demande à Isabelle la catholique qui voulait qu'elle finance son voyage. Elle a refusé dans un premier temps, mais devant l'intervention de plusieurs des membres de son gouvernement qui étaient d'origine marane, c'est expliqué dans mon livre, elle a fini par céder et par financer le premier voyage de Christophe Colomb. Et le deuxième voyage a été financé par l'argent saisi aux Juifs expulsés d'Espagne. Parce qu'ils étaient expulsés et ils ne pouvaient pas emmener leurs biens avec eux, leurs biens matériels. Et donc, ils ont laissé des fortunes. Et ces fortunes ont permis d'organiser le second voyage de Christophe Colomb en Amérique. Alors, il y a le chapitre 7 de votre livre 120 biographies de personnalités séfarades qui est consacré à l'année 1492, une date importante évidemment, c'est l'année de l'expulsion des Juifs d'Espagne qui jusqu'à peu n'y étaient pas revenus d'ailleurs. Il faut dire les choses. Alors, ces Juifs d'Espagne, où est-ce qu'ils se sont installés ? Eh bien, ces Juifs d'Espagne n'avaient pas tellement le choix. Au départ, ils n'avaient qu'une destination, c'était partir par la mer, c'est-à-dire quitter par les ports espagnols. Mais malheureusement, très vite, ça s'est su que les marins génois, qui détenaient le quasi-monopole des voyages par mer, n'étaient pas des gens honnêtes, qui détroussaient le peu de choses que pouvaient amener avec eux ces pauvres personnes qui quittaient l'Espagne. Il y a eu des viols, il y a eu des massacres, on a jeté des immigrants juifs dans des îles inhospitalières, dans des ports inhospitaliers. C'était terrible. Et donc, grâce à Luis de Santangel, qui était le contrôleur des finances, qui travaillait donc comme ministre avec Isabelle la catholique, c'est lui qui a eu une grande influence sur la sauvegarde de ces départs de juifs. Il a même financé
certains départs par des bateaux. Il y a aussi Isaac Abravanel, qui était une illustre personne très proche d'Isabelle la catholique, qui a essayé de la dissuader d'expulser les Juifs. Oui. Et malheureusement, il n'est pas arrivé. Donc, il est parti. C'était l'un des premiers à quitter l'Espagne à la tête d'une délégation de Juifs vers l'Italie. Donc, l'Italie a été un premier havre pour les Juifs, mais c'était un havre qui n'était pas certain. Il y a eu aussi le Portugal. Le Portugal, on pouvait y aller par la terre. Il n'était pas nécessaire d'avoir un bateau, puisqu'il y a une frontière terrestre. Donc, au Portugal, plus de 100... Alors, je vais vous interrompre. Tout ça, c'est passionnant. Le temps passe malheureusement très vite et on le retrouve dans votre livre, 120 biographies de personnalités séfarades. J'aimerais qu'on évoque rapidement la couverture. Alors, de gauche à droite, qui est cette très belle femme? Eh bien, cette très belle femme, c'est une héroïne du peuple juif. Oui. C'est Donna Grazia Nassi. Oui. dont j'ai lu l'histoire. Une héroïne du peuple juif. Oui. Il y a un musée dans le nord d'Israël, du côté de Tibériade, un musée qui raconte toute son histoire, parce qu'elle était non seulement une personne très riche qui avait une banque, la banque Mendes, oui. Qui était une banque qui a permis de financer l'exil de beaucoup de Marans, oui. de la péninsule ibérique. Et il y a aussi sa biographie écrite par Naomi Ragen qu'on trouve en France. Alors, à droite, on y va. À droite, c'est qui là? Monsieur en haut au milieu. Alors, le monsieur au milieu, c'est Christophe Colomb, oui. dont je vous ai parlé à l'instant. Et puis, il y a à droite... Au-dessus de lui. Au-dessus à côté de lui, il y a René Cassin. Regardez, là, c'est qui? Christophe Colomb. Voilà. Donc, à côté de lui, c'est René Cassin. Au milieu, c'est Moïse. C'est Moïse Maïmonide. Oui, Moïse Maïmonide, évidemment. En bas à gauche, c'est très intéressant, très vite. Alors, à gauche, c'est la seule personnalité vivante. Oui. C'est monsieur Docteur Albert Bourla. Oui. Qui est le PDG de Pfizer, le fameux vaccin qui nous a tous sauvés. Qui a sauvé des millions de personnes. Il y a eu malheureusement quelques cas où il y a eu des petits problèmes, mais c'est minime par rapport aux millions de personnes. On voulait tous être vaccinés Absolument. Par Pfizer et on l'a été. Et c'est entre autres grâce à lui. À sa droite. Pierre Mendès France, bien que tout le monde connaît. Et puis le dernier en bas à droite, c'est le célèbre peintre Modigliani, Amedeo Modigliani. Donc, évidemment, un livre précieux, un livre à lire absolument, à s'offrir. Alors, on va juste terminer en disant que vous allez dédicacer vos livres à la maison d'édition Miqueter le jeudi 10 avril à 18h30, 2 rue Rennequin, à l'angle de l'avenue de Wagram dans le 17e, 2 rue Rennequin à 18h30. Les 2 livres seront là et vous serez là pour échanger avec vos auditeurs. Donc, je le répète, donc la maison d'édition Miqueter. Et si on veut vous joindre, on va donner un mail, Institut Européen Maran au pluriel, Institut Européen Maran, MA2RANES, @gmail.com. Pierre Mamou, merci beaucoup pour tout ce que vous apportez à l'histoire du judaïsme séfarade et à très vite sur Radio J, bien sûr. Merci beaucoup, Lise. Au revoir.